Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir chers tous et bienvenue à cette grande édition du journal consacrée à la page rétrospective de la semaine. Tout de suite, les sommaires. Le mercredi 13 novembre à la Cité de l'Union africaine, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en sa qualité de facilitateur de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC, dont la crise tchadienne, a présidé pour la troisième fois une cérémonie de signature d'un compromis politique entre les gouvernements du Tchad et l'opposition. Les hommes d'église ont pris part aux états généraux de la justice le 5e jour au centre financier de Kinshasa. Vous avez suivi au cours de cette semaine les interventions de quelques hommes de Dieu, à savoir Dodo Kamba ainsi que Moïse Mbiye. Et puis l'interpellation par la police de l'opposant congolais Deli Sesanga a suscité de vives réactions dans la classe politique. Vous avez suivi au cours de cette semaine quelques-uns, notamment de Martin Fayoulou et de Moïse Katumbi. Au Tchad, la transition entre dans la dernière ligne droite du processus de paix. Après les élections du 6 mai dernier, à l'issue desquelles Mahamat Idriss Déby a été déclaré vainqueur, le pays amorce peu à peu la fin de la transition menée à bon port grâce à la facilitation confiée au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo par ses pairs de la CEEAC. La signature de l'accord de compromis va consacrer la fin de l'exil pour tous les opposants politiques tchadiens et leur retour paisible au pays. Pari gagné pour le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont les efforts sont appréciés par la partie gouvernementale tchadienne. 3 ans après le début de la transition, nous sommes en phase de finalisation de cette transition, grâce au leadership, il faut le reconnaître, du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, facilitateur dans cette transition. Le Tchad est en passe de réussir la fin de sa transition, ce qui est un exploit puisque la plupart des pays qui sont en transition sont encore loin d'arriver à cela. Donc c'est un exemple, c'est un modèle. Et nous sommes venus, à travers ce compromis politique, consolider encore la paix et la cohésion des Tchadiens. Et nous félicitons de ce compromis politique qui permet aujourd'hui à un mouvement, le MDJT, de rentrer en paix et en sécurité au Tchad. Pour la partie opposition, conduite par le docteur Hassan Barkaï, président du parti UFDT, Union des forces démocratiques du Tchad, le compromis signé en présence du facilitateur leur donne l'occasion de mettre fin à plusieurs années d'exil. Ce qui sous-entend que le Tchad est beaucoup plus stable aujourd'hui qu'avant les élections. On avait convenu, dans le cadre de la facilitation, de mettre fin à notre exil, à notre opposition, de faire la paix avec le gouvernement tchadien afin de contribuer à la stabilité du pays, de la sous-région et apporter notre modeste contribution à la résolution des problèmes du quotidien des Tchadiens. Au Tchad, la transition a débuté il y a 3 ans sous la conduite du général Mahamat Idriss Déby. De tous les pays en transition en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, le Tchad est le tout premier à organiser les élections qui ont abouti à un retour à l'ordre constitutionnel. Le thème de cette 10e édition du Makutano, New Deal, un nouveau pacte pour la République démocratique du Congo et une Afrique forte et prospère, résonne comme un appel à l'action pour repenser notre pacte social et économique. Lors de mon investiture, le 20 janvier 2024, pour mon second mandat en tant que président de la République démocratique du Congo, j'ai pris 6 engagements essentiels qui résonnent avec les ambitions de ce nouveau pacte. Ces engagements sont le socle de notre marche vers une République démocratique du Congo plus stable, plus inclusive et plus dynamique. Ils portent sur la création de plus d'emplois, la protection et la stabilisation du pouvoir d'achat,
la sécurisation du territoire national, la diversification de l'économie nationale, la garantie de l'accès aux soins et le renforcement de l'efficacité des services publics. Ce sont des engagements fermes, pris au nom de chaque Congolais et de chaque Congolaise, avec la conviction que seul un changement structurel peut garantir notre souveraineté et notre prospérité. Réflexion stratégique sur la bonne gouvernance et l'émergence socio-économique de la République démocratique du Congo et les thèmes choisis pour la première édition d'Agora sur le leadership féminin qui s'est tenue à Kinshasa, la capitale, sous l'initiative de la chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka. Cette activité a connu la participation de 500 femmes des divers secteurs. Dans son mot d'ouverture, la première ministre a rappelé la place qu'occupe la femme congolaise dans la société. Merci à toutes celles qui m'ont soutenue, mais en fait elles ne m'ont pas soutenue moi, mais qui ont soutenu la femme, parce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Il faut qu'on sorte de tous ces stéréotypes en pensant que la femme ne peut être réduite qu'à un tout petit rôle alors qu'elle a sa place autant que les hommes. Nous sommes dans un collectif où hommes et femmes ensemble, nous travaillons pour le bien de notre pays et on ne peut pas dire qu'il n'y a que les hommes qui auraient droit au chapitre ou que les femmes. C'est ensemble que nous devons construire notre pays. Au sortir de cet événement, les participantes se sont exprimées à ces termes. Je félicite en toute honnêteté son Excellence Madame la Première ministre et tout, qui est venue ici nous écouter. Toutes les femmes, et précisément nous les femmes vivant avec handicap, et nous lui avons transmis notre recommandation qui est focalisée sur le problème d'accessibilité des personnes avec handicap, en particulier les femmes, aux services sociaux de base. Et nous avons aussi joint des pistes de solutions et à son tour, elle a réagi positivement. Soki tozeli ba tracteur et ya kosela biso chez biso ba coudron to kokomate ba pesa biso kaka ba moyen oye ekosunga ba mama na ba village na ba ONG na biso ndenge tozaboye ba pau ba machete ba ou ba tracteur ya kolanda biso sima parce que tozela ngo bambula na bambula ba kaka et ya kate. Mais si nous avons nos matériels en main na bana na biso moko to kofongola banzela et faciliter ba camion et yaka komema biloko na biso mama na biso etinda biso na ba centre de consommation. Notons que cette première édition d'Agora s'est tenue en marge de 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre qui ont lieu du 25 novembre au 10 décembre de chaque année. De retour au pays, à la primature de la République démocratique du Congo, la chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, a reçu le vice-président de la Société financière internationale IFC pour l'Afrique, Sergio Pimenta, séjournant à Kinshasa, la capitale, pour une visite de 3 jours dans le but de renforcer les partenariats et soutenir les priorités économiques du pays avec plus de 550 millions de dollars américains mobilisés depuis 2021. C'est un programme d'un nombre d'initiatives et de projets qui sont déjà en cours. Nous avons déjà déployé un certain nombre, je mentionnais 550 millions de dollars. Nous avons d'autres projets en cours, certains qui ont été signés pendant cette visite par exemple, mais également nous allons en signer dans les prochaines semaines, prochaines années. Donc c'est un travail en cours. Moi ce que je vois c'est une accélération de nos interventions, aller plus vite, aller plus fort, aller plus loin pour vraiment aider le développement de la République démocratique du Congo. En outre, Sergio Pimenta a souligné l'importance d'intensifier le soutien au secteur privé congolais. Nous avons eu l'opportunité justement de parler de nos opérations ici en République démocratique du Congo. À la fois ce que nous avons fait depuis ma dernière visite en 2021, nous avons fortement augmenté notre présence ici à Kinshasa. Nous avons un bureau qui a près de 20 personnes
Mais nous avons également en 3 ans déployé plus de 550 millions de dollars de financement, ainsi que du travail de conseil pour conseiller les entreprises sur leurs questions de développement. Et nous avons parlé évidemment de nos projets d'avenir, de ce que nous pouvons faire plus. Et je vois vraiment qu'il y a des opportunités de soutenir le secteur privé congolais et les investissements au Congo de façon beaucoup plus forte, beaucoup plus importante à l'avenir, dans les secteurs de l'énergie, dans les secteurs des infrastructures de télécommunications, dans les secteurs de l'agroalimentaire et de l'agriculture, et évidemment dans le secteur de l'accès au financement pour les petites et moyennes entreprises, tout particulièrement celles détenues par les femmes. Sur ces, l'UFC a réaffirmé cependant son engagement à accompagner la République démocratique du Congo vers une économie plus résiliente et compétitive. Pic des Bakou, où se tient la conférence annuelle des Nations Unies sur le changement climatique COP29 que la chef du gouvernement congolais mandatée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été accueillie par le président de la République d'Azerbaïdjan, Aliyev. La République démocratique du Congo étant le 2e poumon climatique du monde face aux délégations congolaises, Judith Suminwa-Tuluka n'a pas hésité à marteler sur les combats que mène la République démocratique du Congo pour sa rétribution équitable. Il est important que notre voix aujourd'hui puisse porter. Il y a d'un côté cette nécessité en tant que pays solution, en tant que poumon, un des pays faisant partie du poumon du monde, de pouvoir de manière équitable, pouvoir être récompensé par notre position, mais en même temps, nous avons tout intérêt, nous, de nous préparer par rapport à notre développement durable, par rapport à la transformation que l'on veut donner, notamment à la transition énergétique, et je pense que ça, c'est important. Présent lors de ces échanges, quelques Congolais pensent que l'ère des Congo doit être rétribuée à sa juste valeur. Pour cela, il faut mettre les garde-fous, il faut s'imposer sur le plan international, parce que si on ne s'impose pas, on sera toujours à la traîne et on va commencer à nous imposer, alors que nous sommes, comme on dit, on offre. C'est la première fois que je viens assister au COP29, donc ça veut dire que le message est passé. Je demandais mon accréditation au ministère de l'Environnement, je l'ai obtenu, d'où ma présence ici pour pouvoir rencontrer aussi d'autres partenaires des autres pays par rapport à ce que nous faisons pour pouvoir aller de l'avant. Notons que plus de 6700 personnes se sont inscrites justement pour prendre part à la COP29 qui est un événement mondial. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacques Chabani, et son homologue brazzavillois Mboulou Zifrin ont signé les rapports de la réunion de ministres à Kinshasa, la capitale, juste après l'adoption du rapport des experts comprenant les résolutions de la 10e session ordinaire de la Commission spéciale mixte Défense et Sécurité. Retenons que ces travaux visent à dissiper les malentendus constatés le long de la frontière commune RDC-RC. Jacques Chabani a salué cependant les efforts de tous ces experts de ces deux pays. Le VPM Jacques Chabani a en outre ému le vœu de voir poursuivre l'élan de cette démarcation qui répond à la volonté de deux chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Denis Sassou Nguesso. Le 5e jour des États généraux de la justice a vu exprimer plusieurs figures de proue des églises de réveil sur le défi auquel le pays est confronté en matière de la gouvernance et de la justice. L'archevêque supérieur de la communauté unie de réveil cure en sigle Dodo Kamba dans son intervention a souligné la présence insidieuse de détournements de fonds publics. C'est question ici de dénoncer les auteurs de crimes économiques et sociaux au nom de la vérité et de la justice, quand il s'agirait même de nos partenaires les plus privilégiés
dans nos communautés. Car deux fois, les détourneurs de biens publics se cachent dans nos églises, dans nos paroisses, dans nos communautés, comme de vrais patrons. Cette déclaration qui a fait l'écho dans la salle rejoint les recommandations proposées par l'archevêque des églises de réveil du Congo, RSC en sigle, l'évêque Ejibaya Mampia. Je me tourne au niveau du ministère de la Justice et Garde des Sceaux. Là, je demanderai à son Excellence, Monsieur le ministre, de tenir compte des différents textes qui existent déjà. Et là, je parle en donnant un exemple d'un arrêté ministériel de 2009 où le gouvernement de la République à son temps, dans le Conseil des ministres, avait constaté qu'il y avait lieu de trouver la possibilité d'assainir, de mettre de l'ordre afin que les différentes associations dites confessionnelles, soit ils se regroupent et qu'en ayant cet alignement, ça permettra de savoir qui fait quoi, au nom de qui il le fait et qui le contrôle. En savoir, le pasteur des églises Cité Bethel Moïse Mbiye, quant à lui, est resté dans son domaine d'artiste musicien en plaidant pour la libération du droit d'auteur et la protection de l'artiste congolais de son vivant. Nous avons dans ce pays un monument qui reconnaît les artistes. Sur Rond-Point Victoire, ça s'appelle Place des artistes. Je bénis Dieu pour ça, il existe au moins un lieu où nous pouvons placer nos noms. Mais à une condition, il faut mourir. Je ne fais que dire la vérité. Alors, parce qu'il faut mourir, Excellence, pour être reconnu dans ce pays, est-ce que je dois mourir moi aussi? Notons que les États généraux de la justice étant une rencontre cruciale pour l'avenir du système judiciaire en RDC dans sa thématique, à savoir la justice de la RDC est malade, et comme c'est écrit dans la Sainte Bible, dans son livre de Proverbes 14:34, la justice élève une nation. Sa thérapie doit commencer à l'Église et cela s'annonce prometteuse par la rencontre et la réconciliation de ces deux grands représentants de confessions religieuses, à savoir l'Église de réveil du Congo RSC en sigle et la communauté unie de réveil CUR en sigle. Affaire à suivre. Après que la vidéo de l'interpellation brutale de l'opposant Délicie Sanga par les éléments de la police soit devenue virale sur les réseaux sociaux, alors que ces derniers, avec ces militants, manifestaient pour dire non au changement de la Constitution et non à un éventuel troisième mandat de président de la République, Félix Tshisekedi. À cet effet, plusieurs personnalités politiques du pays ont réagi. Les cas du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani, qui explique que cette manifestation n'avait pas été annoncée et les autorités municipales n'avaient pas été informées, mais tout en déplorant que cela ait mené à des actes de violence. Sur Top Congo FM, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, est convaincu que Délicie Sanga a été évacué de ce millier pour sa sécurité, car selon lui, au niveau du rond-point Victoire, beaucoup de situations auraient pu lui arriver et être mises à charge du pouvoir en place. La police a joué un rôle important pour son évacuation, va-t-il déclarer. De son côté, le président de l'ECD, Martin Fayulu Madidi, a à travers un message sur son compte X dénoncé les violences et les abus dont ont fait l'objet Délicie Sanga et condamne avec la plus grande fermeté cette interpellation. Il appelle en outre le pasteur Roland Dallot à rappeler au président de la République les vices qui conduisent à la chute. Pour sa part, le président du parti politique Ensemble pour la République
République, Moïse Katumbi, affirme qu'il constitue une étape supplémentaire alarmante dans la dérive totalitaire du pouvoir. La défense de notre constitution est désormais criminalisée. L'arrestation de Délicie Sanga constitue une étape supplémentaire alarmante dans la dérive totalitaire du pouvoir, écrit-il sur son compte X. Notons que cette manifestation s'inscrit dans une série d'actions planifiées par divers acteurs politiques, figures de la société civile et les leaders des mouvements citoyens qui dénoncent fermement toute tentative et révision de la Constitution. Nous venons de négocier les deux programmes de manière exceptionnelle. Un programme FEC estimé à 1,770 milliard de dollars américains et un autre programme RST pour la résilience climatique de 1,1 milliard de dollars américains. Donc, nous venons de trouver un accord, pas pour un programme, mais pour deux programmes que nous allons mettre en œuvre de manière simultanée. C'est environ 2,8 milliards de dollars américains d'opportunités ou de disponibilité pour notre pays durant les 3 prochaines années. Alors, quelles sont les particularités de ces deux programmes que nous venons de conclure? Je vais prendre d'abord le programme FEC. Quelle est sa particularité avec l'ancien programme qui a été négocié? D'abord, il est plus important en termes d'opportunités par rapport au premier. Le premier était chiffré à 1,5 milliard. Celui-ci est 1,770 milliards. La deuxième particularité est la plus exceptionnelle. Et celle-là, je crois que c'est au niveau du gouvernement que nous devons aussi reconnaître notre détermination. L'engagement des membres du gouvernement, son Excellence, Monsieur le ministre d'État et moi-même. Nous avons tenu à faire comprendre aux partenaires du Fonds monétaire international qu'il est vrai que les allocations FEC sont destinées à l'objectif du renforcement des réserves d'échange, à l'accumulation des réserves d'échange. J'ai le plaisir d'annoncer que nous avons réussi au niveau de cet accord de service à obtenir que plus de 800 millions de dollars soient convertis pour le financement des investissements publics en appui budgétaire. Donc c'est ce que nous avons pu trouver et c'est la particularité de ces programmes. Ce qu'il faut souligner est que le FMI n'accorde pas de prêts pour de projets spécifiques. Il apporte plutôt aux pays touchés par des crises le ballon d'oxygène financier dont ils ont besoin pour mettre en œuvre de politiques publiques destinées à rétablir la stabilité économique et la croissance économique. Comme l'a souligné le ministre des Finances de la République démocratique du Congo, le programme entre le FMI et la RDC seront ancrés sur le programme d'action du gouvernement 2024-2028 qui vise à favoriser une croissance forte et inclusive en rétablissant la paix et la sécurité. C'est ainsi que nous recommandons au gouvernement pour vraiment raffermir le lien qui nous estimons continue de maintenir ces caps que nous observons ces derniers temps concernant la stabilité macroéconomique, surtout la maîtrise du taux de change et de prix sur le marché de biens et services, et de continuer à financer les dépenses publiques de qualité et de diminuer sensiblement de paiements en procédure d'urgence. Cela va tout simplement nous permettre d'éviter d'engendrer des politiques budgétaires et monétaires inadaptées qui créent souvent des déficits publics courants ainsi que l'accroissement de la dette publique intérieure et extérieure. Et pour faire face à la fluctuation à venir de cours de produits de base comme le cuivre, le coltan et j'en passe, nous recommandons également la création d'une valeur ajoutée dans ces secteurs et la création de routes de dessertes agricoles pour stimuler le secteur agricole et la création d'emplois à court terme.
envoyé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, la ministre des Affaires sociales, Nathalie Aziza, transmet la désolation du président concernant cette démolition qu'elle qualifie d'inhumain. Sa présence en Mbuji-Mayi s'inscrit dans le cadre de collection de tous les éléments d'information par rapport à ce déguerpissement qu'ont subi les habitants de ce quartier qui leur permettront d'aboutir à une solution. Dans son programme, pendant son séjour en Mbuji-Mayi, Nathalie Aziza prévoit de recevoir tour à tour toutes les personnes concernées par ce drame, car elle leur avait demandé de constituer des commissions des victimes et de la société civile pour bien les écouter. Rappelez-vous que l'abbé Théodore Kaniki a été reçu dernièrement par Félix Tshisekedi comme interface pour le même problème et a bien joué son rôle de l'église au milieu du village, car il reste la seule personne qui pourra fournir plus d'éléments à la ministre ainsi qu'à sa délégation. Pour rappel, cette opération de démolition de ces maisons a été lancée le 29 octobre dernier afin de permettre que les travaux de construction de l'aéroport international de Bimpemba à Mbuji-Mayi se poursuivent. 800 habitations ont été détruites, laissant plusieurs familles sans abri. Oui, il est possible d'éradiquer ce fléau qui fait autant de mal et cause tellement de pertes en vies humaines, a dit le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, le Dr Roger Kamba, présent également à ce forum aux participants. La responsabilité que vous avez ici, c'est de dégager le chemin qui va permettre à ce que la RDC arrive à des résultats qui permettent que nos petites filles survivent, que nos mamans survivent. Donc, nous sommes déjà dans le mouvement de la prise en charge de cette maladie. Pour sa part, le coordonnateur national du Conseil national de la couverture santé universelle, Annie Kabila, relève qu'il est important de travailler en synergie avec la population congolaise, vu la persistance de ce virus du cancer du col de l'utérus, en vue de mettre chaque femme en confiance quant aux services de prévention et du traitement. Programme de maternité gratuite et de soins prénatales, nous comptons dans les prochains mois prendre l'opportunité de chaque consultation prénatale et postnatale pour non seulement faire un suivi pour les futures mères, mais aussi les transformer en une opportunité pour l'éducation par rapport au risque de cancer du col de l'utérus. Nous comptons aussi instituer le dépistage systématique permettant ainsi de détecter les lésions précancéreuses avant qu'elles ne se développent. À son tour, la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, Dr Matshidiso Rebecca Moeti, a remercié le gouvernement de la République démocratique du Congo pour avoir planifié l'exécution du vaccin contre le cancer du col de l'utérus des jeunes filles de 9 à 14 ans pour 2026. Selon le ministère de la Santé, le gouvernement a réceptionné des kits qui pourront dépister le cancer de l'utérus, mais aussi traiter les lésions précancéreuses. Le gouvernement est dans le mouvement de la prise en charge de ces... L'Organisation mondiale de la santé OMS a indiqué que les cas de Mpox dans la région de la République démocratique du Congo où une nouvelle variante plus contagieuse a été détectée semble être en train de se stabiliser. La ville de Kamituga, épicentre de la nouvelle variante, connaît aussi cette tendance décroissante. Cependant, seulement 40 à 50% des cas suspects sont testés et le virus circule encore, notamment dans d'autres régions du pays, ainsi qu'au Burundi et en Ouganda. À ce jour, environ 50 000 personnes au Congo ont été immunisées contre les Mpox. Les centres africains de contrôle et de prévention des maladies estiment qu'il faut 3 millions de vaccins pour stopper l'épidémie. La semaine dernière, le directeur du CDC Afrique, le Dr Jean Kasseya, a déclaré que les continents étaient toujours dans la phase aiguë de l'épidémie des Mpox avec 19 pays affectés. Il avait par ailleurs averti qu'en l'absence de ressources supplémentaires pour éradiquer le virus en Afrique, celui-ci pourrait devenir une menace mondiale. Jusque-là, le Mpox se transmet essentiellement par les contacts cutanés, notamment par l'intermédiaire de vêtements et de draps. Mais la souche du clade MB a acquis un nouveau mode de transmission par voie sexuelle qui accélère sa circulation. Ce nouveau variant plus mortel est aussi transmissible que celui de 2022. Il circule désormais en Afrique avec des possibilités de transmission vers d'autres pays.
La route nationale numéro 1 Kinshasa-Matadi, de nouveau menacée des coupures en pleine ville de Kinshasa, plus précisément au Campem. Pour cause, les fortes pluies qui se sont abattues dans la nuit du samedi 9 au dimanche 10 novembre ont fait avancer une érosion qui a aggravé la situation sur ces tronçons. Tout est parti d'une difficulté de drainage des eaux à cause de la petitesse de l'ouvrage. Les habitants de ces coins de la ville ont lancé un cri d'alarme aux autorités compétentes pour la réhabilitation de la dite route. Aussitôt informée, l'Agence nationale congolaise des grands travaux, ACGT, avait fait d'activer les concessionnaires Sopeco pour une intervention à toute urgence. Tôt le matin du dimanche 10 novembre, le premier camion des matériaux pour les remblayages du sillon sont arrivés sur les sites et les travaux a commencé. Pendant qu'un effort de gestion de la circulation de la manière alternée a été mis en place avec les concours de la police de circulation routière, par la suite, l'entièreté de la route a été rendue possible au grand bonheur des usagers. Mais la solution définitive à cet endroit sera bien évidemment la construction d'un caniveau de bonnes dimensions qui sera capable d'accueillir les trompes d'eau qui arrivent par ici. C'est le procureur responsable des mandats d'arrêt à l'encontre de Vladimir Poutine et de Benyamin Netanyahou. Il est visé ce mardi par une enquête externe de l'organe de surveillance de la CPI où il exerce. Karim Khan est accusé de conduite sexuelle inappropriée à l'égard d'une membre de son personnel. Dans un communiqué publié lundi, l'organe explique que ce choix a été fait à cause des circonstances particulières de cette affaire et afin d'assurer un processus totalement indépendant, impartial et équitable. Selon le quotidien britannique The Guardian, les accusations concernent une avocate de renom qui a travaillé directement pour le procureur. Ce dernier a déjà nié ces allégations et dénonce une campagne de désinformation menée contre son cabinet. Il s'est toutefois félicité de l'ouverture de l'enquête et a déclaré qu'il resterait en poste entre-temps. La Cour pénale internationale est un organe judiciaire permanent et autonome qui enquête et poursuit les crimes de guerre et contre l'humanité. Khan en est le procureur général depuis 2021, période pendant laquelle il a lancé un mandat d'arrêt contre le président russe pour l'invasion de l'Ukraine et la déportation illégale d'enfants, mais aussi contre 3 dirigeants du Hamas, aujourd'hui tous décédés, pour leur rôle dans les attentats du 7 octobre. Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou ainsi que son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant sont également dans son viseur, accusés de cibler intentionnellement des civils. Tous ces chefs d'accusation sont considérés comme des crimes de guerre aux yeux du droit. Ce journal consacré à la page rétrospective de la semaine est complètement terminé. Merci de votre fidélité. Au revoir et à la prochaine. Le mercredi 13 novembre à la Cité de l'Union africaine, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en sa qualité de facilitateur de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC, dont la crise tchadienne, a présidé pour la 3e fois une cérémonie de signature d'un compromis politique entre les gouvernements du Tchad et l'opposition. Les hommes d'église ont pris part aux états généraux de la justice le 5e jour au centre financier de Kinshasa. Vous avez suivi au cours de cette semaine les interventions de quelques hommes de Dieu, à savoir Dodo Kamba ainsi que Moïse Mbiye. Et puis l'interpellation par la police de l'opposant congolais Deli Sesanga a suscité de vives réactions dans la classe politique. Vous avez suivi au cours de cette semaine quelques-uns, notamment de Martin Fayulu et de Moïse Katumbi. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.